souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo de la formation 1 heure pour ouvrir ton esprit. Dans cette vidéo et la suivante, j'aimerais te parler de potentialité humaine. Je vais utiliser deux approches avec toi pour tenter de répondre à cette fameuse question. Comment fait-on pour exprimer notre plein potentiel? Comment fait-on pour libérer la flamme qui est en nous? L'approche de cette vidéo sera une approche scientifique, l'approche de la suivante sera une approche mystique. Comme tu le sais peut-être déjà, de par mon parcours de vie, j'ai baigné depuis tout jeune dans un milieu scientifique. J'ai fait un lycée scientifique, j'ai fait un bac scientifique, une prépa scientifique, une école d'ingénieur et j'ai travaillé dans mes premières années en tant qu'ingénieur en géosciences. Plus tard, j'ai connecté avec le développement personnel et par la force des choses avec la spiritualité dans un deuxième temps. La spiritualité a fait de moi un être plus complet, un être qui est à la fois capable de pouvoir raisonner scientifiquement, d'avoir besoin de preuves, de pouvoir chercher des articles, de pouvoir étayer ce que je dis. Et une part de moi qui a moins besoin de preuves scientifiques pour certaines choses, qui est capable de croire en des choses qui ne pourront jamais être prouvées. C'est d'ailleurs un trait commun que l'on retrouve parmi les plus grands esprits scientifiques de notre temps, à savoir Newton, Nikola Tesla ou encore Einstein, qui étaient à la fois des esprits très scientifiques, brillants, mais aussi très spirituel. Je te rappelle que Einstein a résolu la théorie de la relativité du temps en s'imaginant à cheval sur un rayon de lumière. Et je peux t'assurer que quand ses confrères ont appris cette vision-là, ils n'étaient pas très contents au début. Einstein a d'ailleurs dit que la science sans spiritualité est boiteuse et la spiritualité sans science est aveugle. Et donc il nous invite à équilibrer nos perceptions entre ces deux visions différentes, à avoir une vision équilibrée entre la science et le mystique. Exactement comme la matière a besoin du vide pour exister, et le vide a besoin de la matière pour exister également. Donc forcément, pour parler du potentiel, je n'avais pas le choix que de te parler des neurosciences. Chaque jour, on fait des découvertes incroyables sur le fonctionnement du cerveau. Des découvertes qui remettent complètement en question nos théories du passé, comme par exemple la théorie du cerveau triunique, qui nous apprenait que le cerveau était constitué de trois parties, de trois cerveaux différents, qui fonctionnaient les uns séparément des autres. Mais bien sûr, plus ça va, plus on se rend compte que le cerveau est plus interconnecté encore que ce qu'on le croit, et donc chaque partie fonctionne les unes avec les autres. Une des plus grandes découvertes de ces dernières années est la neuroplasticité. C'est la preuve scientifique et unanime que tout est possible pour un être humain. La neuroplasticité est un principe qui nous apprend que nous créons différentes connexions dans notre cerveau. Elle nous apprend que ces connexions ne sont pas figées dans le temps. Elle nous apprend que nous faisons et défaisons ces connexions au fur et à mesure du temps. Et que nous le faisons d'ailleurs tout au long de notre vie. Dans ton cerveau, tu as un certain nombre de neurones. Ces neurones transmettent de l'information. Ils sont interconnectés les uns avec les autres via des réseaux synaptiques. Ces réseaux synaptiques forment comme des autoroutes neuronales entre tes neurones. Le fait par exemple de prendre ce verre et de le soulever fait intervenir dans mon cerveau un certain circuit neuronal. Des connexions se font entre mes neurones. Et si je faisais ça toute la journée, à soulever mon verre, le reposer, soulever mon verre et le redéposer, la neuroplasticité m'apprend aussi que je fortifie quelque part les connexions qui font intervenir ce geste. Et donc cela devient de plus en plus simple pour moi, jusqu'à ce que cela devienne même automatique. C'est ce que l'on retrouve chez les sportifs de haut niveau. Ils ont automatisé plein de gestes qui font que du coup, ils sont capables de faire des choses incroyables qu'un novice devrait pouvoir faire, mais en passant par le conscient. Il faut bien comprendre que l'inconscient a une capacité de calcul nettement supérieure au conscient. Et donc la neuroplasticité nous apprend que plus j'entretiens un comportement au quotidien, plus je renforce les connexions neuronales qui lui sont associées. Plus l'information entre mes neurones circule rapidement et plus je bascule dans le mode automatique. Maintenant, contrairement à nos muscles qui sont, eux, contenus dans des tissus mous, on peut donc, à force d'efforts physiques, les faire grossir. Nos muscles, nos tissus musculaires se déchirent et se reconstituent plus épais, plus forts, plus solides, et donc nos muscles grossissent. Mais pour notre cerveau, lui, il est contenu dans notre boîte crânienne. Notre boîte crânienne n'est pas déformable, elle est rigide. Et donc il ne peut pas grossir. Ce qui fait qu'Einstein n'avait pas un plus gros cerveau que toi ou moi. Et cela explique que même un Elon Musk n'a pas plus de neurones que toi ou moi. Il n'a pas plus de synapses ou de réseaux synaptiques que toi ou moi. Par contre, ce qu'il a de différent, ce sont ses connexions neuronales. Il n'y a que nos connexions neuronales qui changent. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que du coup, ça nous apprend que peu importe d'où tu viens, peu importe ton bagage, peu importe ton environnement, ton conditionnement, tu es capable justement de déprogrammer et de reprogrammer ton cerveau à souhait et donc de te libérer du conditionnement et donc de vivre la vie qui toi t'inspire. Cela met à bas également la croyance. Si je suis vieux, je ne peux pas changer, c'est faux. On change nos connexions neuronales jusqu'à notre dernier souffle. Et donc non, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop vieille pour changer. D'ailleurs, chaque jour, sans que tu t'en rendes compte, tes autoroutes neuronales changent déjà.
Comme je te l'ai dit, 95% en moyenne de tes pensées que tu as aujourd'hui sont certes les mêmes qu'hier, mais il y a au moins 5% de part de changement, de nouveautés quotidiennes. Et donc tu crées de nouvelles connexions, tu changes tes connexions. D'ailleurs, en regardant cette formation, et c'est mon plus grand souhait pour toi, tu es déjà en train de déconstruire certaines choses dans ton cerveau et d'en reconstruire de nouvelles. Idem pour la croyance qui a été diffusée notamment par le film Lucie, qu'on n'utiliserait que 10% ou 20%, je ne sais plus, de nos capacités cérébrales, c'est complètement faux. On utilise notre cerveau en entier. Les connexions se font entre des neurones. Deux neurones qui transmettent de l'information, qui s'activent ensemble, se connectent ensemble. Maintenant, on n'a pas un potentiel illimité de connexion. Vu qu'on est limité par le temps quotidiennement, tu ne peux pas répéter des actions dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de vie, chaque jour. Et donc tu fais des sélections. Le cerveau est bien fait, il déprogramme automatiquement des choses que tu n'entretiens plus. C'est ce qui fait qu'on finit par perdre nos capacités dans certains domaines. Bon, il y a des choses quand même qui reviennent assez vite comme faire du vélo, mais bon, ça reste assez basique. En tout cas, pour des choses qui sont davantage compliquées, comme moi par exemple, les mathématiques comme je les ai appris en prépa, aujourd'hui je serais incapable de pouvoir résoudre les exercices que j'avais l'habitude de résoudre, puisque je ne les pratique plus depuis des années. Et donc le cerveau fait le tri entre ce qui nous sert aujourd'hui et ce qui ne nous sert plus. On a pu observer en neuroimagerie les cerveaux des plus grands prodiges du calcul mental de notre ère, comme Rudiger Gam, qui s'est divisé des nombres premiers de tête jusqu'à la 60e décimale, ou Priyanshi Somani, qui calcule 10 racines carrées des nombres à 6 chiffres, jusqu'à 8 chiffres après la virgule, en moins de 3 minutes. Bon, si t'aimes pas les maths, ça t'a sûrement fait déjà mal à la tête. Mais autant te dire que c'est juste un truc de dingue, ça paraît même impossible en fait. On s'est rendu compte que certaines zones de leur cerveau s'activaient en même temps alors qu'elles n'étaient pas réputées pour réaliser ces fonctions. Il faut bien comprendre qu'on a déjà dressé une carte un petit peu sur le fonctionnement du cerveau, on a essayé de trouver des zones qui justement répondent à certaines fonctions comme le langage, la spatialisation et tout ça. Donc on a quand même déjà une base à ce niveau-là qui se vérifie assez souvent. Mais pour ces personnes-là, il y a des zones de leur cerveau qui s'activent qui ne sont pas du tout faites à la base pour pouvoir intervenir dans le calcul mental. Et c'est ce qui les rend brillants. Maintenant, ces connexions ne se sont pas faites par magie, ils les ont créées à force de travail, à force d'effort. Ça m'a fait penser aussi à Sherlock Holmes avec son palais mental où il arrive à spatialiser ses énigmes, ses problématiques. C'est ce qui lui donne une puissance de résolution supérieure à la moyenne. Il arrive à voir les choses, à manipuler les choses dans son esprit et à tirer des conclusions comme ça. C'est ce qu'on retrouve également chez les plus grands mathématiciens. Ils arrivent à spatialiser les mathématiques. Ils arrivent à voir les chiffres, à les voir spatialement, à leur donner une place spatiale dans leur cerveau. D'ailleurs, les étudiants en Asie sont les meilleurs en mathématiques et en sciences du monde entier, et c'est pas pour rien, déjà tout jeune, on leur apprend à spatialiser les mathématiques. D'ailleurs, même dans leur façon de parler, ils séparent déjà les dizaines avec les unités. Eux, ils ne disent pas 11 ou 12, ils disent 10 et 1, 10 et 2, 10 et 3. Ce qui fait aussi qu'ils ont plus de facilité à pouvoir séparer les choses et donc à les spatialiser quelque part. À ce moment-là, ces personnes, elles arrivent à faire intervenir différents types de mémoire dans le processus de résolution, ce qui leur donne une puissance de calcul bien supérieure aux autres. Sans rentrer dans le détail des mémoires parce qu'il y en a beaucoup, juste pour un exemple, si je te demande de me citer la phrase que je viens de dire il y a 10 secondes, je fais intervenir chez toi la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. C'est la mémoire qui est la plus souvent utilisée quand les gens réalisent des actions. Mais il faut bien comprendre que quand on atteint un level comme Rudiger Gam dans le calcul, il arrive à faire intervenir plusieurs types de mémoire, voire tous les types de mémoire dans le calcul. C'est-à-dire qu'il fait intervenir plein de connexions dans son cerveau en même temps qui lui permettent justement d'atteindre ces résultats-là qui sont juste dingues. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces personnes-là? Comme je te l'ai dit, ils n'ont pas un plus gros cerveau que toi et moi. Ils n'ont pas plus de neurones que toi et moi. Par contre, ils ont des connexions qui sont différentes. Et ce qui leur a permis de pouvoir atteindre ce degré de connexion, ça passe par deux facteurs fondamentaux. Le premier qui est le plus important, c'est l'amour pour leur discipline. Ils aiment ce qu'ils font. Si moi demain, tu me mets sur une table avec un papier et un crayon et tu me demandes de faire des calculs mentaux toute la journée, je vais finir en dépression. Et toi peut-être aussi. Parce que ça ne me plaît pas tant que ça. C'est sympa les calculs mentaux, mais à un certain degré. Mais je ne me verrai pas faire ça toute ma vie. À ton avis, Brian Chisholm et Rudiger Gam, combien d'heures ils y ont passé à faire des calculs dans leur tête? Je pense que ça peut se compter en jours, voire même en mois, peut-être même en années à ce stade. Mais parce qu'ils aiment ça, parce que ça les touche. Ne t'attends pas à exceller dans un domaine qui ne te touche pas. C'est impossible. Le deuxième facteur, c'est la neuroergonomie. Ils savent se servir de leur cerveau, ils savent se servir de leur connexion, ils savent se servir de leur mémoire pour intervenir dans le processus de calcul. Il en va de même pour toi, il te faut apprendre à te servir de ton cerveau. Mais cela viendra naturellement en ayant trouvé et connecté avec ce qui te parle et ce qui te plaît le plus au monde. Et donc justement, je vais te poser quelques questions, vraiment réponds-y avec le plus d'honnêteté, avec une ferme intention de connecter avec ce qu'il y a de plus important pour toi, ce qui te touche le plus dans ta vie. Première question. Quelles sont les 5 choses
qui te touchent le plus dans ta vie. Ça peut être des personnes, ça peut être des enfants, ça peut être de la famille, ça peut être une religion, une forme de spiritualité, ça peut être une compétence, ça peut être une activité que tu fais quotidiennement, ça peut être un message ou encore une mission. Quelles sont ces 5 choses qui sont les plus précieuses à tes yeux, sur lesquelles tu ne peux même pas mettre de valeur tellement c'est précieux, tellement c'est inestimable en fait. Deuxième question. Sur quel sujet je pourrais te lancer même à 2 heures du matin après avoir eu une journée pourrie où tu te sens fatigué et qui te redonnerait de l'énergie, voire même sur lequel on pourrait parler ensemble pendant des heures. Je veux que tu me trouves 3 sujets comme ça qui te touchent en plein cœur. Maintenant, qu'est-ce qui t'inspire dans ta vie? Et quand je te demande qu'est-ce qui t'inspire, je demande qu'est-ce qui génère chez toi des larmes d'inspiration. Ça peut être devant des scènes de films. Moi personnellement, il y a cette scène par exemple dans Tu ne tueras point où il arrive à sauver ses soldats en les tirant à bout de bras. Il est à bout de force et sous les bombardements, malgré le danger et le fait qu'il ait rien pour se défendre, il a le courage d'aller faire ce qui est juste et de sauver ses hommes. Ça peut être des podcasts que tu as entendus ou des vidéos YouTube. Ça peut être un livre que tu as lu. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ta vie? Et ces larmes d'inspiration qui sont quand même associées à une émotion d'amour, c'est un message pour toi. C'est un message de ton corps, c'est un message de la vie qui te dit remplis davantage ta vie de ça. Trouve un moyen de remplir ta vie avec davantage de ça. Donc moi, bien sûr, c'est pas d'aller faire la guerre pour aller sauver des soldats, c'est pas ça le message. Le message, par contre, c'est d'oser davantage me mettre en danger potentiellement, de trouver le courage de faire ce qui est juste pour transmettre mes messages. Maintenant, dernière question, qu'est-ce qui t'inspire le plus chez les autres? Ça peut être des mentors que tu as, ça peut être des gens que tu affectionnes particulièrement. Encore une fois, ça peut être des gens proches de toi, dans ta famille. Qu'est-ce qui t'inspire chez ces personnes? Je veux que tu trouves au moins 10 caractéristiques, 10 facteurs. Et pas juste un mot, pas juste liberté, courage, non. D'aller vraiment creuser un peu plus. C'est quoi qui te touche profondément, d'écrire une phrase qui te touche chez ces personnes. Encore un exemple pour t'aider. Moi en ce moment c'est Idriss Aberkan que je suis beaucoup sur les réseaux. Je trouve qu'il y a 2 choses qui m'inspirent profondément chez lui. La première c'est qu'il est obsédé par la vérité. C'est un chercheur de vérité. Il fait tout pour vraiment trouver la vérité. Il étaye tout ce qu'il dit. Il fait des recherches scientifiques. Il amène ses sources. Et ça a de la valeur pour moi. Et deuxième valeur que j'aime profondément chez lui, c'est le courage justement, encore une fois. Le courage d'aller oser dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Pour aller aider les gens à s'élever en conscience et être davantage conscients par exemple du contexte géopolitique. Et donc de pouvoir prendre davantage leur pouvoir pour changer leur vie. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire avec cette formation et la suivante. Donc justement le message. Ce qui t'inspire le plus chez les autres, c'est ce que tu as déjà en toi. Je le répète, ce qui t'inspire le plus chez les autres, ce que tu viens de noter là, c'est déjà présent chez toi. Parce que tu ne pourrais pas le voir chez les autres si ce n'était pas déjà en toi. Et c'est pas juste une phrase pour te faire plaisir, c'est la vérité. Donc reconnais cette force qui est en toi, reconnais ces talents. Et à travers tout ce que tu viens de noter là, sur toutes ces questions, je veux que tu aies identifié, que tu t'engages avec moi là maintenant, que tu t'engages à mettre un peu plus d'effort, d'énergie dans cette direction-là, de cette chose qui ressort du lot, de cette chose qui t'inspire le plus. Si ce n'est pas déjà le cas, que tu n'es pas déjà sur cette voie, que tu mettes au moins un petit pas dans cette direction, que tu fasses une action, une petite action qui te rapproche de ça. Et si tu y es déjà, eh ben que tu fasses un pas de plus. Parce que c'est le seul moyen réel et efficace dans ta vie de pouvoir justement créer les connexions neuronales qui vont te permettre de créer l'homme, la femme que tu as envie de devenir. C'est en ayant trouvé ce pourquoi tu es prêt à te lever chaque matin, à mettre de l'énergie dedans, sans voir passer les heures. Et j'ai pas envie de parler de passion parce que la passion génère beaucoup de pression chez les gens. Non, je parle juste de ce qui t'inspire. Ça peut être une personne, encore une fois, ça peut être ton enfant, ça peut être passer du temps avec lui, ça peut être son éducation, ça peut être faire pousser quelqu'un d'autre, tu vois. Ça peut être pousser quelqu'un d'autre dans la lumière, pas forcément toi. C'est la seule façon de te rapprocher de ta véritable voix et de pouvoir dévoiler l'être magnifique que tu es. En tout cas, je te remercie pour cette vidéo et on se retrouve dans la suivante. Surtout ne la loupe pas. Tu vas lâcher ta larmichette, au moins c'est sûr, voire même lâcher les flots. En tout cas, je t'en dis pas plus. On se retrouve dans la vidéo suivante. Prends soin de toi.